Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler, moi, de mesures de particules fines et de l'ammoniac dans l'air ambiant, plutôt sur la région Grand Est, donc complètement à l'opposé de la France. Donc, je vais pas vous trop rentrer dans les détails des particules, on en a discuté ce matin. Il faut savoir que c'est tout ce qui va être en suspension dans l'air et qui va être inhalé par l'être humain avec les effets sanitaires qui ont été évoqués ce matin. Au niveau des sources, on l'a déjà rapidement vu, on a différentes sources de particules, des sources naturelles qui sont soit un peu de fond comme les embruns, même s'il y a des périodicités, mais aussi plutôt ponctuelles, voire très intenses, sur des éruptions volcaniques ou des feux de forêt. Au niveau des sources anthropiques, on va retrouver les secteurs principaux qui sont le trafic routier, le chauffage au bois, l'agriculture, l'industrie, aussi les travaux du BTP. Et si on représente schématiquement 100 particules pour avoir un petit peu les contributions de chacun des secteurs d'émission, en leur donnant une couleur tout à fait théorique, on voit qu'en 2022, sur la région Grand Est, on avait 6% émis par le trafic routier, 11% émis par l'industrie, 39% émis par l'agriculture et 42% émis par le secteur résidentiel et tertiaire et principalement lié au chauffage au bois. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les 39% émis par l'agriculture. Donc si on regarde un peu plus près les 39% liés à l'agriculture, on peut voir que les processus qui sont à l'origine principalement de ces 39%, c'est tout ce qui va être lié au travail du sol avec plus de 90% des émissions. On retrouve ensuite dans une moindre mesure les déjections animales et l'échappement moteur des engins agricoles. Et donc, si on regarde bien ces particules, il faut savoir que ces données agricoles, c'est uniquement les particules qui sont dites primaires. C'est-à-dire, comme on l'a vu, c'est les particules directement émises dans l'air sous forme de particules. Maintenant, on l'a déjà évoqué ce matin, à ces particules primaires s'ajoutent des particules dites secondaires et en particulier des particules qui sont formées par l'atmosphère, dans l'atmosphère à partir de gaz. Donc on a des gaz qui sont émis par différents secteurs et ces gaz, en fonction de conditions spécifiques dans l'air, vont former ces particules. Et parmi ces gaz, on a l'ammoniac. Et l'ammoniac, en fait, c'est un gaz, une fois qu'il est présent dans l'air, il va avoir une durée de vie plus ou moins longue, mais il va surtout avoir la capacité de réagir avec d'autres gaz, notamment les oxydes d'azote qu'on a évoqués ce matin, pour former le nitrate d'ammonium. Donc on va évoquer après rapidement quelques exemples sur les conditions météo, mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement il y a de l'ammoniac, il y a des oxydes d'azote, et donc il y a du nitrate d'ammonium. Si c'était ça, ce serait trop facile. Pour voir les sources, on l'a déjà évoqué ce matin, les secteurs qui émettent l'ammoniac, c'est très largement l'agriculture. Donc là, au niveau du Grand Est, on est à plus de 90% des émissions, avec des autres sources plus minoritaires. Il faut savoir, on l'a vu là, en Bretagne, on a des pourcentages qui sont plus importants, mais même au niveau du Grand Est, en fonction de la zone géographique qui est observée, à l'échelle plus fine, on peut avoir des contributions plus importantes. Au niveau des oxydes d'azote, c'est un peu plus multisource, on a un camembert un peu plus varié, mais on a quand même une domination du transport routier à 35%, suivi ensuite par l'agriculture et l'industrie. Et ensuite, on a les autres secteurs qui contribuent aussi aux émissions d'oxyde d'azote. Et il faut savoir qu'en air ambiant, on a quand même des oxydes d'azote qui sont plutôt bien présents. Et donc, c'est plutôt l'ammoniac qui va conditionner la formation du nitrate d'ammonium. Si on simplifie vraiment de manière assez simple, c'est les oxydes d'azote sont toujours là et parfois il y a de l'ammoniac, parfois il n'y a pas d'ammoniac. Donc par la suite, ce que je vais vous présenter, c'est les mesures de l'ammoniac dans l'air ambiant, vraiment en zone fond, urbaine, etc. Et puis après, on verra des mesures du nitrate d'ammonium, les évolutions, et puis aussi essayer de comprendre un peu toute cette formation de nitrate d'ammonium, comment ça se passe dans l'air et ce que ça peut donner sur des résultats. Donc sur l'ammoniac, ce qu'on a déjà vu, c'est un gaz, il est très émis par l'agriculture, il forme des particules fines et on a vu sur les deux précédentes présentations que les particules fines peuvent avoir un effet sanitaire en fonction de la composition. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir est-ce que l'ammoniac va avoir des effets sanitaires directs, l'ammoniac en lui-même, sans passer par des particules.
Donc il faut savoir que à certaines concentrations, à des concentrations élevées, mais qui peuvent être atteintes notamment sur l'exposition professionnelle dans le monde agricole ou aussi dans certaines industries de production d'engrais par exemple ou de soude, on peut avoir des effets sanitaires qui vont être surtout des irritations, des voies respiratoires et des muqueuses comme les yeux. On a aussi des effets environnementaux directs, on va le voir par la suite. Les végétaux peuvent avoir des atteintes, notamment à cause de la quantité d'azote déposé qui ne sera pas bénéfique pour la plante. Et puis, justement, ces perturbations du cycle de l'azote vont engendrer des déséquilibres des milieux naturels. Au niveau réglementation, ça a été évoqué dans l'introduction. Il faut savoir que l'ammoniac fait partie des polluants du plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques. Et justement, on a l'objectif qui a déjà été évoqué de moins 13% en 2030 par rapport à 2005. Donc effectivement, on est plutôt sur la bonne voie sur les paliers intermédiaires, mais il y a encore des travaux et il faut savoir que le prépa, il met en œuvre des actions sur les différents secteurs d'émissions, pour l'ammoniac, évidemment pour les autres polluants, pour contribuer à atteindre ces objectifs de réduction. Au niveau des concentrations cette fois, c'est-à-dire ce dont on va parler après, ce qu'on mesure dans l'air ambiant, il n'y a pas de réglementation à l'heure actuelle, mais justement la nouvelle directive européenne qui a été adoptée cette année, en fin d'année, va mettre en obligation la mesure de l'ammoniac sur certains supersites ruraux sur les territoires nationaux. Donc on va prochainement, lorsqu'elle sera transposée en droit français, on aura des mesures d'ammoniac qui seront vraiment réglementaires et devront être remontées auprès de l'Europe. Il faut savoir quand même qu'on n'a pas attendu que cette transposition pour faire des mesures d'ammoniac en air ambiant. Les associations de surveillance de la qualité de l'air mesurent l'ammoniac sur certains sites depuis quelques années, plus ou moins récemment. Et justement, qu'est-ce qu'on obtient quand on mesure l'ammoniac dans l'air? Quels sont les niveaux en fonction du type de site? Donc là, je vous ai présenté 5 sites en exemple, qui sont tous dans le Grand Est. On a les moyennes annuelles, multi-annuelles sur différents sites. Donc on a le site de Revin, qui est un site rural éloigné, donc qui est un site rural national, donc défini par peu voire pas influencé par l'activité humaine. Ensuite, on a 2 sites, Sainte-Savine, c'est à côté de Troyes, et Reims, donc des sites urbains en plein milieu d'une agglomération. Et puis on a 2 sites, Bourgogne et Jonville, qui sont 2 villes très rurales, enfin ville c'est un grand mot, et qui sont donc à proximité d'activités agricoles. Et ce qu'on voit de manière assez nette, c'est qu'on a un gradient de concentration avec du coup le site éloigné des activités humaines qui est inférieur aux sites urbains, qui sont eux-mêmes inférieurs aux sites ruraux à proximité de l'agriculture. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est quels sont les niveaux. On voit entre 2 et presque 8 microgrammes par mètre cube. Est-ce beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Je vous donne juste la valeur toxicologique de référence pour l'exposition chronique à l'ammoniac, qui du coup n'est pas une valeur seuil en air ambiant, mais c'est pour vous donner une indication sur le côté sanitaire. Elle est fixée à 500 microgrammes par mètre cube. Donc voilà, quand on voit les niveaux, on voit qu'on est très éloigné, mais ça n'empêche pas qu'à proximité de source, on puisse atteindre les 500 microgrammes par mètre cube. Maintenant, si on s'intéresse à la végétation, donc si on regarde les 2 limites annuelles, donc c'est pas des limites réglementaires, c'est indicatif pour justement la protection de la végétation, donc c'est indépendant de la santé humaine. On voit qu'on en a 2, une fixée pour la végétation sensible, principalement les lichens, et une pour la végétation totale pour toutes les plantes plutôt supérieures. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a tous les sites qui sont supérieurs à la limite pour la protection de la végétation sensible, même le site rural éloigné. Et par contre, seul le site rural éloigné est inférieur à la limite pour la protection de la végétation totale. Donc on voit que quand même, en fonction des sites, on n'a pas le même impact. Et on voit aussi l'intérêt sur des sites, sur tous les sites, en fait, de mesurer l'ammoniac, puisqu'on a une variabilité qui va dépendre de la proximité aux sources.
Maintenant, si on s'intéresse à l'historique, je vous disais que certains sites ont des mesures depuis plusieurs années. Donc là, on a 8 ans de mesures sur 2 sites du Grand Est. Donc on revient sur 2 des sites précédents, un Revin très peu influencé, un de nos sites historiques, et puis Reims, donc un fond urbain situé dans l'agglomération. Donc ce qu'on observe, premièrement, c'est ça rebondit sur ce qu'on a vu juste avant, c'est que notre site urbain, il est toujours au moins 2 fois plus élevé que notre site non influencé, sachant que les sites sont assez proches, on est en Ardennes et dans la Marne, et c'est assez cohérent, ça montre qu'un site urbain, même pas directement agricole, on va dire, il y a des concentrations qui sont émises par les activités humaines. L'autre observation, c'est que on n'a pas de tendance très nette, soit à la baisse, soit à la hausse. On a plutôt une variabilité interannuelle en fonction notamment des conditions météo, avec globalement des variations qui s'observent de manière concomitante entre les 2 sites. Donc ça, c'est déjà intéressant, voir qu'on n'a pas forcément une tendance à la baisse comme ce qui est le plus souvent observé, notamment par exemple sur les particules. Ensuite, si on s'intéresse à la variabilité mensuelle cette fois-ci, donc là c'est sur la période 2016-2023, sur les sites qu'on a déjà vus, et il y en a même d'autres en plus, on peut voir en fait que globalement, sur la majorité des sites, mais pas tous, on a plutôt des pics en mars et avril. Donc dans le Grand Est, on a globalement une variabilité mensuelle avec le printemps qui est plus élevé que les autres périodes. Donc ça peut s'expliquer par les épandages agricoles. Cette influence, elle est plus ou moins forte. On voit qu'il y a des sites qui n'ont pas forcément les pics à cette période, notamment le site de Strasbourg. Et ça montre aussi que c'est important de le mesurer en continu toute l'année, puisqu'on a des périodes plus ou moins élevées. On voit aussi, alors j'ai mis le mois de décembre par exemple, mais des périodes comme décembre ou janvier où il n'y a pas d'épandage, voire même les épandages sont interdits via la directive nitrate, on voit quand même que les niveaux ne sont pas à zéro. Donc on a bien un niveau urbain qui est influencé avec d'autres sources. Il n'y a pas que l'agriculture qui émet de l'ammoniac, il y a notamment d'autres sources urbaines comme le chauffage ou le trafic routier. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, Atmo Grand Est dispose de 2 structures intéressantes. Une story map qui regroupe un peu toutes les infos sur l'ammoniac. Et puis, vous pouvez aussi voir les concentrations en ammoniac jusqu'à l'année N-1 avec les différents sites. Et puis, il y a d'autres choses intéressantes dans la data visualisation. Maintenant, si on s'intéresse au nitrate d'ammonium, donc on a vu qu'on avait de l'ammoniac, que l'ammoniac qui variait plus ou moins selon les périodes, et maintenant on veut s'intéresser au nitrate d'ammonium. Est-ce qu'il varie de la même manière tutti quanti. Donc au niveau de la composition chimique, on est capable de la mesurer en temps réel dans l'air ambiant avec un instrument de mesure spécifique, et on peut notamment récupérer l'information sur le nitrate d'ammonium. Donc c'est intéressant parce qu'évidemment on mesure quand même pas tout. Si on regarde en moyenne, ça a été évoqué par Jean-Luc tout à l'heure, sur le site là, par exemple de Strasbourg, on est à peu près à 10 voire 15% des PM10 sur plusieurs années. Par contre, si on s'intéresse aux pics ponctuels, donc j'ai un pic quand même un peu plus récent que 2014-2015 sur le Grand Est, c'était en 2019 en mars, particulièrement à Metz, donc en Lorraine. On a eu, pareil, un épisode de particules au PM10, donc c'était fin du printemps. On a une variabilité, puisqu'on avait presque 50% des PM10 qui étaient liés au nitrate d'ammonium. Donc le dépassement du seuil de 50 microgrammes par mètre cube, sans le nitrate d'ammonium, il n'aurait pas eu lieu. Évidemment, c'est aussi lié à d'autres polluants. Vous voyez qu'il y a 50% des PM10 qui ne sont pas ces composés liés à l'agriculture. Si on s'intéresse justement à cette variabilité temporelle, donc là je vous ai superposé les concentrations en nitrate d'ammonium et en ammoniac, donc des moyennes avec la dispersion pour le nitrate d'ammonium notamment. On peut voir d'abord en se faisant un focus sur le nitrate d'ammonium que clairement en saison froide on a des niveaux plus élevés qu'en saison chaude. À partir de mai jusqu'à à peu près septembre-octobre, le nitrate d'ammonium a des niveaux vraiment plus faibles que sur les périodes plus hivernales. La deuxième observation, c'est que ce n'est pas corrélé à l'ammoniac. On a
forcément, bon, alors nous on a des cultures qui font qu'on a parfois des niveaux d'ammoniac plus élevés plutôt au milieu voire à la fin du printemps, et en été c'est pas négligeable, et pourtant on le voit clairement, c'est pas la période de l'année où on a le plus de nitrate d'ammonium. Donc ça c'est une question qui revient beaucoup dans notre région, mais qui peut venir un peu partout. C'est parfois on va épandre, et vous parlez pas de pic de particules, et puis des fois on n'épand pas tant, et puis vous en parlez. Et donc pour justement schématiser ça, je vais vous donner un exemple. Donc j'ai pris 2 jours à titre vraiment d'image, pour imager. C'est donc une journée début printemps 2022 et une journée d'été, donc en août 2021. J'ai représenté les petits triangles orange, c'est la moyenne de l'ammoniac sur la journée. Et en bleu, c'est le nitrate d'ammonium avec ensuite les autres composés des PM10 total pour finaliser la concentration en PM10. Donc déjà, ce qu'on observe, c'est que les niveaux de PM ne sont pas les mêmes, mais surtout, ce qu'on observe, c'est que la contribution et la quantité de nitrate d'ammonium sur les 2 jours n'a strictement rien à voir, alors que pourtant, on a la même quantité d'ammoniac. Donc ça, c'est intéressant de se dire que c'est pas parce qu'on a tant de microgrammes par mètre cube d'ammoniac qu'on peut dire qu'on aura tant de nitrate d'ammonium. C'est pas linéaire, la relation. Et pour comprendre un des facteurs majeurs de la formation de nitrate d'ammonium, on peut ajouter une autre information qui est la température. Et ce qui est plutôt logique. Hein. On a, pour le coup, on avait vraiment un début de printemps 2022 assez froid, parce qu'on est à peu près à moins de 5 degrés Celsius sur la moyenne journalière. Et à l'inverse, on avait un été 2021 plutôt chaud, hein, puisque là, sur cette journée-là, on est à presque 25 degrés Celsius en moyenne journalière. Donc on en voit qu'on a vraiment des conditions début printemps plutôt fraîches, et là, une journée d'été plutôt chaude, ça change de cette année, par exemple. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que justement, la température joue un rôle essentiel dans la formation du nitrate d'ammonium. C'est difficile de donner vraiment une température à laquelle le nitrate se formerait plus ou exactement au degré Celsius près. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en été, même si on va avoir parfois aussi des émissions, une volatilisation de l'ammoniac qui est favorisée par les fortes températures, à l'inverse, en fait, les gaz, ils restent sous forme gazeuse. Ils ne sont pas capables... les conditions, c'est de la chimie, de la thermochimie, ne permet pas en fait que ces particules se forment. Donc, c'est pas aussi simple de se dire il y a de l'ammoniac et donc il y a du nitrate d'ammonium. C'est lié aux conditions de formation, et c'est intéressant de le mettre en évidence parce que justement de communiquer dessus et de montrer que, par exemple, pour le monde agricole, épandage ne veut pas forcément dire PM secondaire. Et inversement, en fonction des conditions extérieures qui sont clairement pas liées à la personne qui va travailler dans le domaine agricole. Et donc justement, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'on a vu les activités agricoles, elles émettent des particules primaires, donc directement dans l'air. Elles émettent de l'ammoniac et des oxydes d'azote aussi, hein, même si c'est émis par d'autres sources, qui sont des précurseurs de particules secondaires. Au niveau de l'ammoniac, on sait qu'il va être impliqué dans la formation de ce nitrate d'ammonium, parmi d'autres, que l'ammoniac en air ambiant, il va dépendre des concentrations. Il faut savoir qu'il va avoir tendance à vite diminuer lorsqu'on s'éloigne de la source. Il n'y a pas de tendance à la baisse ou à la hausse marquée sur les 8 dernières années, donc il faut aussi attendre encore un petit peu avant de faire des études de tendance long terme, mais on se rapproche d'avoir un jeu de données suffisant. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une forte variabilité mensuelle, notamment en lien avec les épandages au printemps. Et pour le nitrate d'ammonium, ces particules secondaires, elles vont être quand même un contributeur important des PM. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas parce qu'elles n'ont pas forcément le potentiel oxydant le plus fort, mais elles contribuent toujours à la masse, et la masse est la métrique utilisée toujours à l'heure actuelle pour engendrer le respect des valeurs limites, que ce soit en journalier ou en moyenne annuelle. Et au niveau de la formation de ces particules, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une forte dépendance à la température. Il y a aussi d'autres paramètres, mais c'est plus nuancé. C'est pas parce qu'on a des mêmes concentrations d'ammoniac qu'on va pouvoir s'attendre forcément au même niveau de nitrate d'ammonium, puisque les conditions météo, notamment, jouent un rôle essentiel dans la formation de ces particules secondaires. Et donc, on n'a pas de relation linéaire entre ammoniac et nitrate d'ammonium dans l'air. Et c'est tout bon pour moi. Et merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. Qui souhaite poser une question?
Oui, monsieur, pardon, je ne vous ai pas vu. Est-ce que tu penses qu'il y a effectivement une diminution des concentrations et des épisodes de dépassement de nitrate d'ammonium depuis une dizaine d'années sur le nord de la France particulièrement? Alors, ça aurait été intéressant que je montre un graphe de, de ce type-là, effectivement. Je ne dirais pas qu'il y a une concentration forcément sur les niveaux de fond globaux. Par contre, c'est vrai qu'on n'a quasiment plus d'épisodes. Bon, après, on a quasiment plus d'épisodes PM tout court parce qu'il pleut tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a quand même effectivement moins ces fortes contributions. On les observe quasiment plus sur les épisodes de PM. Bon, ces dernières années, la majorité des épisodes qu'on avait, il y avait beaucoup d'influences sahariennes notamment, mais on a moins d'émissions, de concentration forte de nitrate d'ammonium dans nos épisodes. Ça, c'est vrai. Par contre, ce que nous, on a observé, et on en a discuté notamment, par exemple, avec d'autres ASCA, qu'on avait plus souvent, tout le temps, un petit peu de nitrate d'ammonium de manière un peu plus fréquente sur l'année. Sauf en été, mais en été, on n'a pas trop le problème des PM non plus. Donc, c'est quand même intéressant et c'est pour ça que les historiques là, de nitrate d'ammonium sont assez essentiels pour justement essayer de voir quand on aura suffisamment de données, si on a ces tendances à la baisse ou à la hausse. Mais en mesure en temps réel, on n'a pas beaucoup d'historiques. On a pas mal de trous dans les données suite aux problèmes techniques. Autre question, madame. Bonjour Sophie Génermont, je vous remercie pour votre présentation. Moi j'avais une question, vous parlez beaucoup de nitrate d'ammoniac et d'ammonium et Jean-Luc aussi tout à l'heure. En revanche, vous n'avez pas évoqué les sulfates d'ammonium et je voulais savoir pourquoi et si leur rôle était moins important, quelles étaient leurs contributions du fait de cette source agricole, la contribution agricole à ces particules-là. Alors au niveau... Alors, je ne vais peut-être pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, au niveau du Grand Est, la problématique du sulfate d'ammonium, elle est très minime par rapport au nitrate. Là, c'est vrai que sur les graphes, j'ai représenté que le nitrate d'ammonium, mais on a aussi la mesure du sulfate. C'est vraiment un contributeur beaucoup plus minoritaire, surtout en période hivernale, printanière, où on a les problématiques de PM. Le sulfate, il va être un peu plus important en été. Et il y a assez peu de production locale, ce qui engendre des niveaux plus faibles, en fait. C'est surtout du transport longue distance de particules, du coup, de sulfate d'ammonium ou de SO2, mais plutôt de sulfate d'ammonium. Typiquement, la majorité des sites en fait du mesure du SO2 ont disparu au fil des années parce qu'on n'a plus trop de SO2 qui est du coup le deuxième gaz impliqué dans la formation du sulfate d'ammonium. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté et en général on a plutôt, comme je le montrais là sur des épisodes, des fortes contributions en tout cas à l'époque du nitrate d'ammonium alors que le sulfate d'ammonium n'était jamais impliqué dans des gros épisodes de PM au niveau du Grand Est et je pense même plus généralement du nord de la France. S'il y a une toute dernière question. Oui, bonjour, Chris Fléchard de l'INRAE à Rennes. Lorsque vous évoquez le fait que les concentrations d'ammoniac ne descendent pas à zéro pendant l'hiver, vous invoquez le fait qu'il puisse y avoir des émissions par la ville et le trafic, c'est vrai. En fait, il ne faut pas oublier que les émissions d'ammoniac à l'échelle de la France et d'une année, c'est 50-50 entre sources fixes agricoles, les bâtiments d'élevage, le stockage, etc. Effectivement, on a un flush d'émissions au printemps lorsqu'il y a des épandages, mais tout le reste de l'année, il y a toutes les sources fixes qui émettent, et en quantité à peu près équivalente, voire même plus à l'échelle nationale que lors des épandages. Oui, c'est vrai, merci. D'accord, donc c'est une confirmation. Voilà. Bon, mais merci beaucoup.